I'm a girl, I'm a boss. I'm a pirate, I'm a saint, got your job, got a cross. I'm a girl, I'm a queen. I'm the sign to your lines, I'm dirty and I'm clean. I'm a girl, I'm a hero. Chapitre 7. Aux précédentes considérations, peut-être convient-il d'ajouter la suivante. Jusqu'ici, notre point de départ n'a été pris ni dans l'objet ni dans le sujet, mais dans la représentation, phénomène où ces deux termes sont déjà contenus et impliqués. Le dédoublement en objet et sujet est en effet la forme privative essentielle et commune à toute représentation. C'est uniquement cette dernière que nous avons envisagée. Ensuite, renvoyant pour le fond des idées à notre précédente étude, introduction naturelle de ce livre, nous avons passé en revue les autres formes, temps, espace et causalité qui dépendent de la première. Ces formes appartiennent proprement à l'objet en tant qu'objet, mais celui-ci à son tour est essentiel au sujet en tant que sujet. Il en résulte que le temps, l'espace et la causalité peuvent aussi bien être dérivés du sujet et connus a priori. À ce point de vue, ils représentent la limite commune du sujet et de l'objet. Toutes ces formes se laissent d'ailleurs ramener à une commune expression, le principe de raison, ainsi que je l'ai exposé en détail dans ma dissertation, préambule nécessaire du présent ouvrage. C'est par cette conception nouvelle que mes vues diffèrent absolument des théories philosophiques émises jusqu'ici. Ces doctrines, partant toujours soit de l'objet, soit du sujet, s'efforçaient ensuite d'expliquer l'un par l'autre au nom du principe de raison. Pour moi, au contraire, je soustrais à la juridiction de ce principe le rapport du sujet et de l'objet, et ne lui laisse que l'objet. On pourrait croire que cette répartition des systèmes en deux catégories opposées laisse échapper la philosophie qui a paru de nos jours sous le nom de philosophie de l'identité. Celle-ci, en effet, ne prend, à vrai dire, son point de départ ni dans l'objet, ni dans le sujet, mais dans un troisième principe, l'absolu, révélé par une intuition rationnelle, principe qui n'est ni objet ni sujet, mais identité des deux. Certes, je n'oserais me permettre d'avoir un avis ni sur cette auguste identité, ni sur l'absolu lui-même, dépourvu que je suis de toute intuition rationnelle. Je hasarderai pourtant un jugement qui m'est suggéré par les propres déclarations des partisans de cette intuition rationnelle, car ce sont là choses accessibles même aux profanes. Je prétends que la dite philosophie n'est pas affranchie de la double erreur signalée dans la précédente opposition. Cette identité prétendue du sujet et de l'objet, identité qui se dérobant à la connaissance est découverte seulement par une intuition intellectuelle ou par une absorption dans le sujet-objet, n'empêche pas la philosophie en question d'être frappée de la double erreur signalée plus haut, qu'elle présente sous les deux formes opposées. Elle se divise en effet elle-même en deux écoles. L'une, l'idéalisme transcendantal, ou doctrine du moi de Fichte, qui, au nom du principe de raison, tire l'objet du sujet, comme un fil qu'on déviderait peu à peu. L'autre, qui est la philosophie de la nature, fait sortir par degrés le sujet de l'objet par une méthode dite de construction. Si je juge de ces deux constructions, où j'avoue ne pas voir très clair, par le peu que j'en saisis, elle me paraît être une marche progressive, réglée sous des formes diverses, par le principe de raison. Je renonce d'ailleurs à pénétrer la science profonde que contient cette philosophie, dépourvu que je suis de toute intuition rationnelle. Toute doctrine qui suppose une telle intuition est pour moi un livre scellé des 7 sceaux. Et cette incapacité va si loin que, chose plaisante à avouer, ces enseignements d'une si grande profondeur me font toujours l'effet d'énormes gasconnades, terriblement assommantes par-dessus le marché. Les systèmes qui prennent dans l'objet leur point de départ traitent en général le problème du monde et de ses lois d'après les données de l'intuition. Toutefois, la base de leur spéculation n'est pas toujours ce monde lui-même, ou son principe premier,
la matière. Il vaut mieux, je crois, pour cette raison, répartir ces systèmes dans les 4 classes que j'ai distinguées dans ma dissertation. À la première, adoptant comme principe le monde réel, appartiendraient Thalès et les Ioniens, Démocrite, Épicure, Giordano Bruno et les matérialistes français. À la seconde, qui prend pour point de départ la notion toute abstraite de substance, réalisée seulement dans la définition qu'on en donne, se rattacherait Spinoza, et avant lui les Éléates. La troisième classe, qui choisit comme donnée première le temps ou le nombre, comprendrait les pythagoriciens et la philosophie chinoise du Yanqing. Enfin, dans la quatrième, pour laquelle le premier principe est un acte libre motivé par l'entendement, viendraient se ranger les scolastiques qui professent la doctrine d'une raison ex nihilo résultant de la volonté d'un être personnel distinct du monde. La philosophie objective, lorsqu'elle se présente sous la forme du matérialisme pur, est au point de vue de la méthode la plus conséquente de toutes, celle dont le développement peut être le plus complet. Ce système pose d'abord l'existence absolue de la matière, et par suite celle de l'espace et du temps, supprimant ainsi le rapport de la matière avec le sujet, rapport où, cependant, la matière puise son unique réalité. Puis, appuyé sur la loi de causalité, qu'il prend pour un ordre de choses en soi, pour un veritas aeterna, il poursuit sa marche, sautant encore par-dessus l'entendement, dans lequel et par lequel seule la causalité existe. Cela fait, il cherche à découvrir un état primitif et élémentaire de la matière, dont il puisse tirer, par un développement progressif, tous les autres états, depuis les propriétés mécaniques et chimiques, jusqu'à la polarité, la vie végétative, et enfin l'animalité. Si l'on suppose l'entreprise couronnée de succès, le dernier anneau de la chaîne sera la sensibilité animale, ou la connaissance, qui apparaîtra ainsi comme une simple modification de la matière, modification produite en vertu de la causalité. Admettons que nous ayons pu suivre jusqu'au bout, et sur la foi des représentations intuitives, l'explication matérialiste. Une fois arrivés au sommet, ne serions-nous pas pris soudain de ce rire inextinguible des dieux de l'Olympe, lorsque nous éveillons comme d'un songe, nous verrions tout à coup cette découverte inattendue? Que le dernier résultat, si péniblement acquis, la connaissance, était déjà implicitement contenu dans la donnée première du système, la simple matière. Ainsi, lorsque nous nous imaginions avec le matérialisme penser la matière, ce que nous pensions en réalité, c'était le sujet qui se la représente, l'œil qui l'aperçoit, la main qui la touche, l'esprit qui la connaît. Alors se révèle cette étonnante pétition de principe de la doctrine, où le dernier anneau apparaît inopinément comme le point d'attache du premier. C'est une chaîne sans fin, et le matérialiste ressemble au baron de Münchhausen qui, se débattant dans l'eau, monté sur son cheval, l'enlève avec ses jambes et s'enlève lui-même par la queue de sa perruque ramenée en avant. L'absurdité intrinsèque du matérialisme consiste donc à prendre comme point de départ un élément objectif qu'il engendre finalement au terme de ses explications. Cet élément objectif, il le voit soit dans la matière considérée in abstracto, comme pure idée, soit dans la matière déjà revêtue de sa forme propre et telle qu'elle est donnée dans l'expérience, par exemple les corps simples de la chimie avec leurs combinaisons élémentaires. Telle est la réalité qu'il pose comme existant en soi et absolument, pour en faire sortir ensuite l'organisation et à la fin le sujet pensant. Il se flatte d'en donner ainsi une explication aussi complète que possible. La vérité est que toute existence objective
est déjà, d'une manière ou de l'autre, conditionnée en tant qu'objet par le sujet et ses formes, qu'elle se trouve toujours contenir implicitement. Elle disparaît donc si, par la pensée, on supprime le sujet. Le matérialisme est un effort pour expliquer par des données médiates ce qui est donné immédiatement. Il considère la réalité objective, étendue, active, en un mot matériel, comme un fondement si solide que ses explications ne laissent rien à désirer, du moment qu'elles sont appuyées sur un tel principe, corroboré lui-même par la loi de l'action et de la réaction. Or, cette prétendue réalité objective est une donnée purement médiate et conditionnée. Elle n'a donc qu'une existence toute relative. La chose, en effet, a dû passer tout d'abord par le mécanisme du cerveau et être transformée par lui, entrer ensuite dans les formes de l'entendement, temps, espace, causalité, avant d'apparaître, grâce à cette dernière élaboration, comme étendue dans l'espace et agissant dans le temps. Et c'est par une donnée de cette nature que le matérialisme se flatte d'expliquer la donnée immédiate de la représentation, sans laquelle la première ne saurait exister. Que dis-je ? La volonté elle-même, tandis que c'est elle, au contraire, qui rend intelligibles toutes ces forces primitives dont les manifestations sont réglées par la loi de causalité. À cette affirmation que la pensée est une modification de la matière, il sera toujours permis d'opposer l'affirmation contraire, que la matière est un simple mode du sujet pensant, autrement dit, une pure représentation. Il n'en est pas moins vrai que le but réel et la forme idéale de toute science naturelle est une explication matérialiste des choses, poussée aussi loin que possible. Or, de l'inintelligibilité reconnue du matérialisme résulte une autre vérité qui sera l'objet de considérations ultérieures. C'est qu'aucune science, au sens exact du mot, je veux dire un ensemble de connaissances systématisées à l'aide du principe de raison, n'est propre à fournir une solution définitive, ni une explication entière de la réalité. La science, en effet, ne saurait pénétrer jusqu'à l'essence intime du monde. Jamais elle ne dépasse la simple représentation. Et au fond, elle ne donne que le rapport entre deux représentations. Toute science repose sur deux données fondamentales. La première, le principe de raison, sous une quelconque de ses formes, servant de principe régulateur. La seconde, l'objet même qu'elle étudie et qui se présente toujours à l'état de problème. C'est ainsi que la géométrie a pour problème spécial l'espace, et pour règle la loi d'existence dans l'espace, que l'arithmétique a pour problème le temps, et pour règle la loi de l'existence temporelle. Le problème de la logique porte sur les rapports des concepts purs. Elle a pour règle la loi d'intelligibilité. Le problème de l'histoire, ce sont les actes humains considérés dans leur ensemble. Sa règle est la loi de motivation. La science de la nature, enfin, a pour problème la matière et pour règle la loi de causalité. Le but dernier de la science est donc de ramener l'un à l'autre, au nom de la causalité, tous les états de la matière qu'elle s'efforce de réduire finalement à un état unique. Ensuite, de le déduire les uns des autres, et même d'un seul, une fois arrivé au terme de ses recherches. La matière apparaît ainsi sous deux formes, qui sont comme les extrémités opposées de la science. La première, où elle représente l'objet le moins immédiat. La dernière, l'objet le plus immédiat du sujet pensant. En d'autres termes, la matière, à l'état le plus inerte et le plus informe, c'est la substance primitive d'une part, et de l'autre, l'organisation humaine. La science de la nature, sous le nom de chimie, traite de la première. Sous le nom de physiologie, elle étudie la seconde. Mais jusqu'à ce jour, ni l'un ni l'autre de ces deux extrêmes n'a pu être atteint. C'est seulement entre les deux limites opposées qu'on est arrivé à quelques certitudes. Et les perspectives que peut ouvrir l'avenir de la science sont assez peu encourageantes.
Les chimistes supposent que la division qualitative de la matière ne saurait aller à l'infini, comme sa division quantitative. Dans cet espoir, ils cherchent à restreindre de plus en plus le nombre des corps simples, dont ils comptent encore une soixantaine, en admettant qu'ils les eussent ramenés à 2, et voudraient finalement les réduire à un seul. La loi d'homogénéité conduit en effet à l'hypothèse d'un état chimique primordial de la matière, qui seul lui appartiendrait en propre, ayant précédé tous les autres. Ceci ne lui serait pas essentiel, au même titre, et on n'y devrait voir que des formes ou propriétés qu'elle peut revêtir accidentellement. Mais maintenant, comment concevoir que ce premier état ait jamais pu se modifier chimiquement, puisqu'il n'en existait pas un second pour agir sur lui? Cette difficulté est analogue en chimie à celle où Épicure vint se heurter en mécanique, lorsqu'il lui fallut expliquer la première déviation produite dans le mouvement initial du premier atome. Cette contradiction, qui surgit d'elle-même, pour ainsi dire, et qu'il est aussi impossible d'éviter que de résoudre, constitue une véritable antinomie chimique. Elle n'est pas la seule d'ailleurs à se présenter à cette extrémité de la science de la nature. À l'autre extrémité apparaît une antinomie correspondante. Il n'y a pas plus d'espoir d'atteindre le point d'arrivée de la science que d'en trouver le point de départ. Car l'impossibilité est de plus en plus évidente, soit de ramener un phénomène chimique à un phénomène purement mécanique, soit un état organique à une propriété chimique ou électrique. Les savants, qui recommencent aujourd'hui à s'engager dans cette antique voie d'erreur, se verront bientôt obligés de rebrousser chemin, tête basse et sans mot dire, absolument comme leurs devanciers. Mais cette question sera plus amplement développée au livre suivant. C'est sur son propre terrain que la science de la nature rencontre les difficultés que je signale ici en passant. Érigée en philosophie, elle se présente en outre comme une explication matérialiste des choses. Or nous avons vu qu'à peine né, le matérialisme porte dans son sein un germe de mort. Il supprime en effet le sujet et les conditions formelles de la connaissance, implicitement contenues, et dans la matière, purement inerte, dont il prétend partir, et dans la matière organisée, où il s'efforce d'arriver. Il n'y a point d'objet sans un sujet. Tel est le principe que condamne à tout jamais le matérialisme. Des soleils et des planètes, sans un œil pour les voir, sans une intelligence pour les connaître. Ce sont des paroles qu'on peut prononcer, mais qui représentent quelque chose d'aussi intelligible qu'un morceau de fer en bois. Sideroxylon. Cependant, la loi de causalité et les études sur la nature, auxquelles elle sert de principe régulateur, nous conduisent à cette conclusion certaine que, dans l'ordre du temps, tout état plus parfait de la matière a dû être précédé d'un autre moins parfait. Par exemple, que les animaux ont existé avant l'homme, les poissons avant les animaux qui vivent sur terre, et avant eux les végétaux. Enfin, que, d'une manière générale, le règne inorganique a été antérieur au règne organique. La matière primitive a donc dû subir une longue série de transformations avant que le premier œil ait pu s'ouvrir. Pourtant, c'est bien de ce premier œil, une fois ouvert, fût-ce celui d'un insecte, que tout l'univers tient sa réalité. Cet œil était, en effet, l'intermédiaire indispensable de la connaissance, pour laquelle et dans laquelle seul le monde existe, sans laquelle il est impossible même de le concevoir. Car le monde n'est que représentation, et, par suite, il a besoin du sujet connaissant comme support de son existence. Il y a plus. Cette longue série de siècles remplis de transformations sans nombre, et pendant lesquelles la matière s'élevait de forme en forme jusqu'au premier être doué de perception, tout ce temps écoulé ne saurait être pensé que dans l'identité d'un sujet conscient. Il n'est en effet que la série des représentations de ce dernier et la forme de sa connaissance. Sans lui, il perd toute intelligibilité et toute réalité. Nous voyons donc que, d'une part,
L'existence du monde entier dépend du premier être pensant, quelque imparfait qu'ait été cet être. D'autre part, il n'est pas moins évident que ce premier animal suppose nécessairement avant lui une longue chaîne de causes et d'effets dont il forme lui-même un petit anneau. Ces deux résultats contradictoires auxquels nous sommes forcément amenés pourraient à leur tour être regardés comme une antinomie de notre faculté de connaître, correspondant à celle qui se présente à l'autre extrémité de la science de la nature. Pour ce qui est de la quadruple antinomie de Kant, elle sera étudiée dans la critique de sa philosophie qu'on trouvera à la suite du présent ouvrage. J'espère montrer qu'elle est une pure fantasmagorie sans aucune consistance. La dernière contradiction à laquelle nous avons été conduits nécessairement est cependant résolue par la considération suivante. On peut dire, en parlant le langage de Kant, que le temps, l'espace et la causalité appartiennent non à la chose en soi, mais aux phénomènes dont ils sont la forme, ce qui peut se traduire dans la terminologie que j'adopte. Le monde objet, ou le monde comme représentation, n'est pas la seule face de l'univers. Il n'en est, pour ainsi dire, que la superficie. Il y a en outre la face interne, absolument différente de la première, essence et noyau du monde et véritable chose en soi. C'est elle que nous étudierons dans le livre suivant, et que nous désignerons sous le nom de volonté. La volonté étant l'objectivation la plus immédiate du monde. Le monde, comme représentation, le seul qui nous occupe ici, n'existe à proprement parler que du jour où s'ouvre le premier œil. Il ne saurait en effet sortir du néant où il était plongé que par le moyen de la connaissance. Auparavant, sans cet œil, c'est-à-dire en dehors de toute pensée, aucun temps, aucune antériorité n'était possible. Il n'en résulte pas que le temps ait commencé, puisqu'au contraire tout commencement est en lui. Mais il est commencé la forme la plus générale de la connaissance, forme dans laquelle viennent se grouper, suivant la loi de causalité, tous les phénomènes. Par suite, il existe dans sa double infinité dès la première connaissance. Et en effet, le phénomène qui remplit ce premier présent est nécessairement rattaché par un lien de causalité à une série infinie de phénomènes dans le passé. Ce passé est d'ailleurs conditionné par ce premier présent, qu'il conditionne lui-même en tant que présent. Ainsi, le passé, aussi bien que le premier présent qui en sort, dépendent l'un de l'autre du sujet pensant, sans lequel il ne serait rien. Toutefois, c'est ce passé qui empêche le présent en question d'apparaître comme véritablement premier, comme s'il n'avait derrière lui aucun passé qui l'eût engendré, comme s'il était en un mot l'origine même du temps. Il semble, au contraire, succéder nécessairement à un passé, et cela d'après la loi d'existence dans le temps, absolument comme le phénomène qui le remplit dérive, selon la loi de causalité, d'états antérieurs qui se sont produits dans ce passé. On pourrait, pour les amateurs d'apologues mythologiques, plus ou moins ingénieux, comparer le commencement du temps, qui pourtant n'a pas commencé, à la naissance de Cronos, le plus jeune des titans, lequel, ayant émasculé son père, mit fin aux productions monstrueuses du ciel et de la terre, remplacées bientôt par la race des dieux et des hommes. Ce développement, à l'occasion du matérialisme, le plus conséquent des systèmes philosophiques qui partent de l'objet, a encore l'avantage de bien faire ressortir l'étroite dépendance du sujet et de l'objet l'un à l'égard de l'autre. Il montre aussi leur invincible contradiction. Un tel résultat nous conduit à rechercher l'essence intime du monde comme chose en soi, non plus dans l'un des deux termes extrêmes de la représentation, mais dans un élément qui en diffère de tout point, et ne soit pas frappé de cette contradiction primitive et radicale, aussi bien qu'insoluble. En regard de la philosophie qui part de l'objet pour en déduire le sujet,
nous rencontrons la doctrine opposée, qui prend pour principe le sujet et s'efforce d'en tirer l'objet. Mais si la première a été jusqu'à nos jours représentée par de nombreux systèmes, il n'existe guère de la seconde qu'un spécimen unique et tout récent. C'est la doctrine de Fichte, si on peut appeler ça une doctrine. À ce point de vue, au moins, elle mérite d'être signalée, quoique faible d'ailleurs qu'en soit la valeur intrinsèque. Au fond, c'est là une philosophie pour rire. Toutefois, débitée de l'air le plus grave et sur le ton le plus sérieux du monde, défendue, il faut le dire aussi, avec une ardeur et une éloquence peu communes contre d'assez pauvres adversaires, elle a pu un moment éblouir et faire illusion. Mais ce sérieux de la pensée, qui affranchi de toute influence étrangère, vise imperturbablement un but unique, la vérité. Fichte en était tout à fait dépourvu, comme le sont en général les philosophes c'est pareil, qui se laissent façonner par les circonstances. Comment pourrait-il être autrement? C'est par l'effort tenté pour se délivrer de quelques doutes qu'on devient philosophe. Vérité que Platon exprime en disant que l'étonnement est le sentiment philosophique par excellence. Mais ce qui distingue en cela les vrais philosophes des faux, c'est que chez les premiers, le doute naît en présence de la réalité elle-même. Chez le second, il naît simplement à l'occasion d'un ouvrage, d'un système, en présence duquel il se trouve uni. Tel a été précisément le cas de Fichte. Il n'est devenu philosophe qu'à propos de la chose en soi de Kant. Sans elle, il se fût livré vraisemblablement à d'autres occupations, où il n'eût pas manqué de mieux réussir avec son remarquable talent de parole. S'il avait pénétré un peu plus profondément le sens du livre qu'il avait fait philosophe, la critique de la raison pure, il eût compris que le véritable esprit de la doctrine est dans la pensée suivante. Pour Kant, le principe de raison n'est pas, comme pour la scolastique, une veritas aeterna, possédant une portée absolue, indépendante de l'existence du monde, antérieure et supérieure à lui. Il n'a qu'une autorité conditionnelle et relative, valable seulement dans l'ordre phénoménal, quelle que soit d'ailleurs la forme que revête ce principe. Qu'il se présente comme liaison nécessaire dans le temps et dans l'espace, comme loi de causalité ou comme règle de connaissance. Fichte se fut alors aperçu que ce n'est pas sur la foi du principe de raison que peut être découverte l'essence intime du monde, la chose en soi, qu'on ne saurait atteindre ainsi qu'un élément également relatif et conditionné, le phénomène, jamais le noumen. Il eût vu en outre que ce principe ne s'applique nullement au sujet, mais représente seulement la forme des objets, lesquels par suite ne peuvent être pris pour des choses en soi. Qu'enfin, le sujet est posé en même temps que l'objet, et réciproquement. Par suite, l'objet ne peut avoir pour antécédent le sujet, et en sortir comme de sa cause. Inversement, il est impossible de voir dans le sujet un conséquent et un effet de l'objet. Mais rien de tout cela n'est entré dans l'esprit de Fichte. Le seul côté de la raison qui l'ait frappé a été le choix du sujet comme point de départ de la philosophie. Cette marche avait été adoptée par Kant pour bien montrer l'impossibilité de partir de l'objet, qui se transformerait alors en chose en soi. Mais Fichte a pris la méthode pour la doctrine même à établir, pour le fond du débat. Comme tous les imitateurs, il s'est figuré qu'en renchérissant sur son maître, il parviendrait à le dépasser. Et il a dans cette voie réédité les erreurs commises en sens inverse par l'ancien dogmatisme, et qui avait précisément suscité la critique kantienne. Si bien qu'aucun changement essentiel n'était dès lors apporté en philosophie. Après comme avant, l'antique erreur fondamentale de la métaphysique, la supposition d'un rapport de cause à effet entre l'objet et le sujet, demeurait intacte. Le principe de raison conservait toujours son autorité absolue. La seule différence, c'est que la chose en soi
au lieu de résider, comme autrefois, dans l'objet, se trouvait maintenant représenté par le sujet, le caractère purement relatif des deux termes qui fait que la chose en soi, c'est-à-dire la nature intime du monde, doit être cherchée en dehors de ceci et non pas en eux, et qui empêche toute réalité conditionnée de représenter la chose en soi. Ce caractère fut de nouveau méconnu, tout comme avant la critique kantienne. On eût dit que Kant n'avait jamais existé, le principe de raison étant resté pour Fichte, absolument comme pour les scolastiques, une veritas aeterna. De même qu'au-dessus des dieux de l'Antiquité régnait l'éternel destin, ainsi le Dieu des scolastiques est soumis à ces vérités éternelles, vérités métaphysiques, mathématiques et métalogiques, et aussi chez quelques-uns à l'autorité de la loi morale. Ces vérités elles-mêmes ne dépendaient de rien, c'est au contraire en vertu de leur nécessité que Dieu, aussi bien que le monde, se trouvait exister. De même, c'est au nom du principe de raison, mis par Fichte au nombre de ces veritas aeternae, que le moi est la cause du monde, du non-moi, de l'objet qui devient alors son effet et sa production. Il a eu garde d'étudier et de contrôler de plus près le principe de raison. S'il me fallait déterminer la forme de ce principe, à laquelle Fichte a recours pour faire engendrer le non-moi par le moi, comme l'araignée tire d'elle-même sa toile, je dirais que c'est la loi d'existence dans l'espace. Il est nécessaire en effet de rattacher à cette loi toutes les déductions si pénibles qui représentent les procédés par lesquels le moi produit et crée de sa propre substance le non-moi. À cette condition seulement, ces déductions, qui remplissent le livre le plus extravagant, et par suite le plus insipide qu'on ait jamais écrit, prennent une ombre de sens et une apparence de valeur. La philosophie de Fichte, qui, à tout autre point de vue, ne mérite aucune attention, n'a d'intérêt que par le contraste absolu qu'offre cette doctrine toute récente avec l'antique matérialisme. De même que ce dernier était le plus conséquent des systèmes qui prennent l'objet comme point de départ, ainsi la conception de Fichte est la plus rigoureuse de toutes celles qui adoptent pour premier principe le sujet. Le matérialisme ne s'aperçoit pas qu'en posant le plus simple objet, il pose par là même le sujet. De son côté, Fichte n'a pas pris garde qu'avec le sujet, de quelque nom qu'il l'appela, était posé l'objet, sans lequel le sujet est inconcevable. De plus, toute déduction a priori, et en général toute démonstration, repose sur une nécessité, et toute nécessité sur le principe de raison. Exister nécessairement ou résulter d'une cause donnée sont deux notions équivalentes. Enfin, le principe de raison n'étant en réalité que la forme générale de l'objet, considéré comme tel, ce principe contient déjà implicitement l'objet. N'ayant d'ailleurs aucune valeur antérieurement à l'existence de l'objet, ou en dehors de celui-ci, il ne saurait l'engendrer et le construire par une application légitime. En résumé, le vice commun de la philosophie subjective, aussi bien que de la philosophie objective, c'est d'impliquer d'avance ce que chacune prétend déduire ensuite, le corrélatif nécessaire du principe adopté. La marge de ma pensée se distingue toto-générée de ces deux observations opposées. Voici comment. Je ne pars ni du sujet ni de l'objet pris séparément, mais du fait de la représentation qui sert de point de départ à toute connaissance et a pour forme primitive et essentielle le dédoublement du sujet et de l'objet. À son tour, la forme de l'objet est représentée par les diverses modes du principe de raison, et chacun d'eux règle si parfaitement la classe de représentation placée sous son autorité qu'il suffit de posséder le principe pour avoir en même temps l'essence commune à la classe tout entière. Cette essence, en effet, envisagée comme représentation, consiste uniquement dans la forme même du principe. Ainsi, le temps n'est que le principe d'existence au point de vue de la durée, c'est-à-dire la succession. L'espace n'est que le principe de raison déterminé par rapport à l'étendue,
autrement dit la position. La matière n'est autre chose que la causalité. Le concept, comme nous le verrons bientôt, est tout ce qui tient du principe de connaissance. Cette relativité essentielle et constante du monde considéré comme représentation, relativité inhérente à sa forme générale, sujet et objet, tout aussi bien qu'à la forme dérivée de cette dernière, principe de raison, ce caractère, dis-je, démontre la nécessité de chercher ailleurs que dans l'univers lui-même, et dans toute autre chose que la représentation, l'essence intime du monde. Le livre suivant établira que cette essence réside dans un élément qui apparaît avec non moins d'évidence que la représentation chez tout être vivant. Mais nous avons à considérer auparavant cette classe de représentations qui appartiennent exclusivement à l'homme et dont la forme commune est le concept. La faculté à laquelle elle se rapporte dans le sujet est la raison, de même que la sensibilité et l'entendement, propres à tout animal, se rapportent aux représentations étudiées jusqu'ici. Chapitre 8. Comme on passerait de la lumière directe du soleil à cette même lumière réfléchie par la lune, nous allons, après la représentation intuitive, immédiate, qui se garantit elle-même, considérer la réflexion, les notions abstraites et discursives de la raison, dont tout le contenu est emprunté à l'intuition et qui n'ont de sens que par rapport à elle. Aussi longtemps que nous demeurons dans la connaissance intuitive, tout est pour nous lucide, assuré, certain. Ici, ni problème, ni doute, ni erreur, aucun désir, aucun sentiment de l'au-delà. On se repose dans l'intuition, pleinement satisfait du présent. Une telle connaissance se suffit à elle-même. Aussi, tout ce qui procède d'elle simplement et fidèlement, comme l'œuvre d'art véritable, ne risque jamais d'être faux ou démenti. Car elle ne consiste pas dans une interprétation quelconque, elle est la chose même. Mais avec la pensée abstraite, avec la raison, s'introduisent dans la spéculation le doute et l'erreur, dans la pratique l'anxiété et le regret. Si dans la représentation intuitive, l'apparence peut un instant déformer la réalité, dans le domaine de la représentation abstraite, l'erreur peut régner pendant des siècles, étendre sur des peuples entiers son joug de fer, étouffer les plus nobles aspirations de l'humanité, et faire charger de chaînes par ses dupes et ses esclaves, celui-là même qu'elle n'a pu abuser. Elle est l'ennemi contre lequel les plus grands esprits de tous les temps ont eu à soutenir une lutte inégale, et les conquêtes qu'ils ont pu faire sur cet ennemi sont les seuls trésors du genre humain. Il est donc utile, au moment de pénétrer dans son domaine, d'attirer sur lui l'attention. On a dit souvent qu'il fallait chercher la vérité, alors même qu'on n'en voyait pas l'utilité. L'utilité, en effet, peut ne pas être immédiate et apparaître au moment où l'on y compte le moins. J'ajouterai qu'il faut à tout prix dénoncer et extirper l'erreur, lors même qu'on n'en aperçoit pas les inconvénients, parce que ces inconvénients peuvent être eux aussi indirects et se révéler à l'improviste. Toute erreur porte en elle une sorte de venin. Si c'est l'intelligence et la science qui font de l'homme le maître de la terre, il en résulte qu'il n'y a pas d'erreur inoffensive, et encore moins d'erreur respectable ou sacrée. Et pour rassurer ceux qui, d'une manière ou de l'autre, usent à ce noble combat leur force et leur vie, je ne saurais me dispenser d'une autre observation. C'est que l'erreur peut bien se donner libre carrière, tant que la vérité n'a pas fait son apparition et s'agiter à la faveur de la nuit, comme les hiboux et les chauves-souris. Mais les hiboux et les chauves-souris feraient rétrograder le soleil vers l'Orient, avant que l'erreur passée parvint à reprendre sa large place et à faire rebrousser chemin à la vérité, une fois reconnue et hautement proclamée.
Telle est la toute-puissance de la vérité. Sa victoire est lente et pénible, mais une fois remportée, nul ne saurait la lui arracher. Il existe donc, d'une part, les représentations étudiées jusqu'ici, qui, considérées au point de vue de l'objet, peuvent se ramener au temps, à l'espace et à la matière, et, envisagées au point de vue du sujet, se rapportent à la sensibilité pure et à l'entendement ou connaissance par la causalité. Mais outre ces représentations, il y a encore dans l'homme, et dans l'homme seul parmi tous les autres de l'univers, une autre faculté de connaître, et comme une nouvelle conscience, que le langage appelle, avec une infaillible justesse, réflexion. Elle n'est en effet qu'une sorte de reflet ou d'écho de la connaissance intuitive. Toutefois, son essence et sa constitution diffèrent absolument des modes de l'intuition, et le principe de raison, qui est la règle de tout objet, revêt ici une forme très spéciale. Cette nouvelle conscience, sorte de connaissance au second degré, cette transformation abstraite de tout élément intuitif en un concept non intuitif de la raison, communique seule à l'homme cette prévoyance, Besonnenheit, qui distingue si profondément son intelligence de celle des animaux, et qui rend sa conduite si différente de la vie de ses frères dépourvus de raison. Il les surpasse aussi de beaucoup, par sa puissance et sa capacité de souffrir. Eux ne vivent que dans le présent. Lui vit, de plus, dans l'avenir et dans le passé. Ils ne satisfont que des besoins momentanés. Lui devine ceux qui ne sont pas encore, et y pourvoit par 1000 institutions ingénieuses, pour un temps où peut-être il n'existera plus. Tandis qu'ils sont absolument dominés par l'impression actuelle, l'homme peut, grâce aux notions abstraites, s'affranchir du présent dans ses déterminations. Aussi le voit-on combiner et exécuter des plans conçus d'avance, agir au nom de certaines maximes, sans tenir compte des circonstances accidentelles, ni des influences ambiantes. Il peut, avec le plus grand calme, prendre de prudentes dispositions au sujet de sa mort. Il est capable de dissimuler jusqu'à se rendre impénétrable et d'emporter avec lui son secret dans la tombe. Il a enfin le pouvoir de choisir réellement entre divers motifs, car ce n'est qu'in abstracto que plusieurs motifs peuvent être présents ensemble dans la conscience, apparaître par la comparaison comme exclusifs les uns des autres, et donner ainsi la mesure de leur action sur la volonté. Après quoi, le motif le plus fort finit par l'emporter. Il devient la décision réfléchie de la volonté, à laquelle il confère ainsi son caractère essentiel. L'animal, au contraire, n'est déterminé que par l'impression du moment. Seule la crainte d'un châtiment instantané peut contenir ses appétits. Et cette crainte, passant en habitude, détermine bientôt ses actes. C'est tout l'art du dressage. L'animal sent et perçoit. L'homme pense et sait. Tous les deux ils veulent. L'animal communique ses sensations et son humeur par des mouvements et des cris. L'homme dévoile ou cache à autrui ses pensées à l'aide du langage. Le langage est le premier produit et l'instrument nécessaire de sa raison. Aussi voit-on en grec et en italien le même mot signifier à la fois la raison et le langage, il discorso. En allemand, Vernunft vient de vernehmen, comprendre, qui n'est pas synonyme de hören, entendre, mais qui signifie l'intelligence des idées exprimées par les mots. C'est seulement grâce au langage que la raison peut réaliser ses plus grands effets, par exemple l'action commune de plusieurs individus, l'harmonie des efforts de milliers d'hommes dans un dessein préconçu, la civilisation, l'État. Puis d'autre part la science, la conservation de l'expérience du passé, le groupement d'éléments communs dans un concept unique, la transmission de la vérité, la propagation de l'erreur, la réflexion,
la création artistique, les dogmes religieux et les superstitions. L'animal n'a l'idée de la mort que dans la mort même. L'homme marche chaque jour vers elle, avec pleine connaissance, et cette conscience répand sur la vie une teinte de mélancolique gravité, même chez celui qui n'a pas encore compris qu'elle est faite d'une succession d'anéantissements. Cette prescience de la mort est le principe des philosophies et des religions. Pourtant, on ne saurait dire si elles ont jamais produit la chose qui a le plus de prix dans la conduite humaine, la libre bonté et la noblesse de cœur. Leurs fruits les plus évidents sont, au point de vue philosophique, les conceptions les plus étranges et les plus hasardées. Au point de vue religieux, les rites les plus cruels et les plus monstrueux dans les différents cultes. Tous les siècles et tous les pays sont unanimes à reconnaître que toutes ces manifestations de l'esprit, quelque variées qu'elles soient, procèdent d'un principe commun, de cette faculté essentielle qui distingue l'homme de l'animal, appelée la raison, ou ratio. Tous les hommes savent reconnaître les manifestations de la raison, et lorsqu'elle entre en conflit avec d'autres, discerner l'élément rationnel de l'irrationnel. Ils savent aussi ce qu'on ne doit jamais attendre même de l'animal le plus intelligent, toujours dépourvu de cette faculté. Les philosophes de tous les temps sont d'accord pour voir dans la raison une faculté de connaissance générale, et de plus, mettent en lumière quelques-unes de ces manifestations les plus importantes. Par exemple, l'empire exercé par l'homme sur ses sentiments et ses passions, la puissance de juger et de poser des principes universels, antérieurs à toute expérience, etc. Pourtant, toutes leurs théories sur l'essence même de la raison sont flottantes, mal arrêtées, diffuses, sans unité et sans convergence. Tantôt elles font ressortir telle fonction, tantôt telle autre, et elles arrivent ainsi à se contredire. Cette confusion est encore aggravée par l'opposition primitive que beaucoup établissent entre la raison et la révélation, opposition absolument étrangère à la philosophie. Il est singulier que jusqu'ici aucun philosophe n'ait su ramener à quelque fonction simple et facile à reconnaître ces manifestations multiples de la raison. Cette fonction qui se retrouverait dans toutes et servirait à les expliquer, constituerait véritablement l'essence intime de la raison. Le sage Locke, dans son essai sur l'entendement humain, livre 2, chapitre 11, paragraphes 10 et 11, signale très nettement l'existence des notions abstraites et générales chez l'homme, comme le trait qui le distingue de l'animal. Leibniz, dans ses nouveaux essais sur l'entendement humain, livre 2, chapitre 11, paragraphes 10 et 11, souscrit à cette opinion qu'il reproduit pour son compte. Mais quand Locke, au livre 4, chapitre 12, paragraphes 2 et 3, en vient à donner la véritable théorie de la raison, perdant tout à fait de vue ce caractère essentiel, il s'égare dans une énumération vague, incertaine et incomplète de manifestations dérivées et partielles de la raison. Leibniz lui-même, dans la partie de son œuvre qui correspond à celle de Locke, ne fait qu'ajouter à la confusion et à l'obscurité. Kant, ainsi que je l'explique amplement dans l'appendice qui lui est consacré, a encore compliqué et faussé la vraie notion de l'essence de la raison. Mais si l'on voulait se donner la peine de parcourir, à propos de cette question, les nombreux écrits philosophiques parus depuis Kant, on reconnaîtrait que si les fautes des princes sont la ruine des États, les erreurs des grands esprits étendent leur influence funeste sur des générations, sur des siècles entiers. Il semble qu'à la longue, croissant et multipliant, elles engendrent de véritables monstres intellectuels, car, suivant le mot de Berkeley, si peu d'hommes savent penser, tous néanmoins tiennent à avoir des opinions. L'entendement, on l'a vu, n'a qu'une fonction propre, la connaissance immédiate du rapport de cause à effet, et l'intuition du monde réel, aussi bien que la prudence, la sagacité, la faculté de l'invention,
ne sont évidemment que des modes variés de cette fonction primitive. Or, il en est de même de la raison. Elle n'a qu'une fonction essentielle, la formation des concepts. De cette source unique dérivent tous les phénomènes que nous avons énumérés plus haut et qui distinguent la vie humaine de la vie animale. Le discernement établi de tout temps et partout entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas a son fondement dans la présence ou l'absence de cet acte primitif. I'm a girl, I'm a boss. I'm a pattern, I'm a saint. Got your job, got a cross. I'm a girl, I'm a queen. I'm the science, you're a lion. I'm dirty and I'm clean. I'm a girl, I'm a hero.